mon bouquin, j'attendrai la fin du monde. Libre à chacun d'y trouver ce qu'il voudra. Une autre vie, je m'immerge jusqu'aux dents. Serre donc ma main, tout lâcher pour l'écrivain. Nous allons emprunter maintenant des chemins qui bifurquent pour évoquer quelques destins d'écrivains et d'artistes, dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont hors normes. On va quitter donc un instant la Corse et l'Italie pour aller plutôt vers l'Amérique. Mais l'Amérique, c'est un peu une banlieue de l'Italie et de la Corse, comme chacun sait. Et il faut parfois aller loin pour trouver ce qui est le plus proche de vous. Il va être question ici d'un des plus grands architectes de notre temps, l'un des plus, je dirais, spectaculaires et inventifs, l'architecte américain Frank Gehry. C'est celui qui a conçu des lieux aussi célèbres et des musées aussi incroyables que la Fondation Vuitton près de Paris, ou le musée Guggenheim à Bilbao, dont il va être beaucoup question, ou encore la Maison qui danse à Prague. Il est le créateur de quelques-uns des plus beaux bâtiments inventés durant la période moderne. C'est Dominique Memmi qui nous parlera d'un de ses projets les plus ébouriffants. Vous la connaissez tous, vous connaissez tous Dominique Memmi ici. Elle est enseignante, animatrice d'ateliers d'écriture. Elle a créé un festival qui mêle allègrement littérature, philosophie et œnologie. Elle est évidemment surtout écrivain. Et puis, pour remplacer Sandra Petrignani, qui n'a pas pu être présente parmi nous, qui a été immobilisée, nous avons avec nous Benedetta Centovalli, son amie et éditrice, qui tient une place centrale dans l'édition italienne, où elle a publié des livres de Giorgio Bassani, d'Anna Maria Ortese, de Cristina Campo, et elle a accepté de la remplacer au pied levé. Elle nous dira tout à l'heure quelques mots à propos de Marguerite Duras, mais surtout, elle nous parlera d'une poète, je préfère dire une poète qu'une poétesse, une poète extraordinaire, qui est devenue, au cours de ces dernières décennies, l'un des plus grands noms de la poésie américaine du 19e siècle, et qui est aussi un poète absolument moderne, qui est Emily Dickinson, à qui Benedetta Centovalli a consacré un livre. Mais je vais d'abord me tourner vers Dominique Memmi pour ce livre, donc publié très récemment aux éditions Marie-Romaine et qui s'intitule Manchester Dream. On dirait le titre d'une chanson des Pink Floyd, mais c'est pas du tout ça. Le sous-titre est un peu plus explicite, Le ventre de l'architecte. Le cœur. Le cœur de l'architecte, oui. Le ventre de l'architecte, c'est un film. Oui. Voilà. Mais peut-être, dites-nous un peu, Dominique, comment est-ce que, quand on est une autrice très tournée vers la Corse, vous avez écrit sur votre enfance, sur la Corse insolite et secrète, sur la mémoire corse. Vous avez aussi rédigé je le signale, une biographie de la merveilleuse chanteuse Battista Acquaviva que nous avons entendue ce matin et hier. Alors, comment fait-on comment est-ce qu'on passe de cet espace-là à un tout autre espace et à un architecte américain? Bien,
Bonsoir à tous. D'abord, merci Albert de poser cette question. Eh bien, j'avais déjà anticipé, j'avais déjà dépassé les frontières avec le précédent ouvrage qui s'intitulait Le voyage de la fanfare, puisque ça se situait entre Ajaccio et la Centrafrique, et essentiellement en Centrafrique. Et pourquoi je ne crois pas que quand on est un auteur, on est assigné à un territoire. Je crois que quand on écrit, on est surtout assigné aux mots, à une langue, à la littérature, mais en tout cas pas un territoire. Et ce qui m'intéressait, moi, dans cette histoire, c'est qui a débuté en fait à Manchester avant de rencontrer Frank Gehry. J'ai d'abord rencontré cette histoire parce que je m'intéressais dans un premier temps à la consommation, en fait au rapport du consommateur dans notre société. Ce qui m'intéressait, je voulais travailler autour des supermarchés, comment fait-on de nous des consommateurs insatiables. Et de fil en aiguille, je suis tombée sur la consommation culturelle. Et donc j'ai lu des ouvrages de muséologie et lorsque j'ai lu 2 phrases dans un ouvrage de muséologie qui parlait d'un homme qui avait eu cette idée qui pour moi est révolutionnaire de créer au cœur des fabriques de coton à Manchester au XIXe siècle la plus grande exposition temporaire au monde, c'est-à-dire 16 000 œuvres d'art qui sont venues au cœur des fabriques de coton avec une idée complètement révolutionnaire, c'est-à-dire permettre aux ouvriers d'accéder à la beauté, faire venir les ouvriers dans l'exposition. Il s'agit d'un projet qui était assez étonnant, qui a eu lieu, donc c'est autour de 1857. C'est ça. C'est l'installation au cœur des filatures de coton de Manchester, donc en plein milieu industriel, le plus grand lieu d'exposition temporaire du monde. Donc c'était un projet assez faramineux. Oui. Et donc, je me suis emparée de cette histoire parce que cette histoire, elle me ressemble aussi. Est-ce que l'art est une force émancipatrice? C'était la question que je me posais aussi. Est-ce que, en tout cas moi, j'ai eu une rencontre avec l'art par la lecture, par la littérature. Et voilà, ce qui m'intéressait, c'était de voir si des rencontres avaient eu lieu auparavant, si des rencontres pourront encore avoir lieu dans l'avenir. Et finalement, c'est encore lié à cette idée de consommation. Mais bon, voilà. Et alors, parlez-nous du lien que vous avez établi avec Frank Gehry, et donc tout cela tourne autour du projet, parce que le musée n'est pas encore installé, du projet du musée à Bilbao. Alors vous dites et vous expliquez, parce que ça se lit comme un roman, c'est un récit, et on voit que la proposition qui est faite à Frank Gehry autour de l'architecte, personne n'y croit. Construire un musée dans un lieu qui est un lieu en plein déclin, c'est une région totalement abandonnée qui, la chute de l'industrie du 19e siècle l'a laissé en friche, et lui y croit. Alors, comment est-ce que vous avez lié ces deux histoires? Alors, en fait, Frank Gehry est mon personnage principal, c'est-à-dire que Frank Gehry va mener la même enquête que j'ai menée, c'est-à-dire qu'on lui propose cette idée complètement insolite de créer un musée dans une ville qui est laminée justement, voilà, par des friches industrielles, les anciens chantiers navals qui ont été abandonnés. Beaucoup de gens ont quitté ce lieu.
Et ce qui m'intéressait, pourquoi Frank Gehry, pourquoi Manchester? Parce qu'il y a un lien évident, c'est-à-dire que ces deux moments de l'histoire, c'est-à-dire qu'au XIXe siècle, quand John Connellan Dean a eu cette idée de créer l'exposition à Manchester, c'est le moment de la révolution industrielle, c'est le moment des innovations très importantes. Le monde va changer, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on découvre par exemple la couleur synthétique. Auparavant, c'était des couleurs naturelles. On employait des tas de bestioles, des plantes, etc. pour faire des couleurs qui coûtaient extrêmement cher. Et là, à un moment donné, Perkin découvre par exemple la mauvéine. Et c'est la première couleur synthétique. Donc ça va changer le monde. Il y a le daguerréotype. On est en pleine révolution. C'est-à-dire que notre vision du monde, à ce moment-là, va se transformer. On va pouvoir se regarder dans une photo. Ça transforme le monde. Et au moment où Frank Gehry, on propose à Frank Gehry de créer le Guggenheim, lui va utiliser une innovation. En fait, Frank Gehry est déjà un architecte très connu, très reconnu, mais c'est véritablement le Guggenheim qui le porte au nu. Pourquoi? Parce qu'il va bouleverser ses habitudes aussi de travail. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a la révolution numérique. Donc ça faisait un véritable écho avec Manchester. Et la révolution numérique, pour Frank Gehry, dans ce cas-là, c'est une application informatique qui est issue de Dassault, de l'aérospatiale, qui s'appelle Katia. Katia est un programme informatique qui va lui permettre de créer en moins de temps que s'il avait débuté comme auparavant avec des maquettes, du dessin, en moins de temps de créer ce Guggenheim qui a des formes courbes assez insensées. Et donc pour faire tenir tout ça, c'est compliqué de travailler comme à l'ancienne, je dirais. Et là, il découvre ce logiciel qui va lui permettre finalement de faire tenir debout une construction qui, sur le papier, est difficilement envisageable. Donc vous voyez, il y avait un écho entre ces deux moments. Alors, ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'avec cette aventure du Guggenheim, il y a quelque chose de plus que la question artistique qui a été en jeu. C'est-à-dire que brusquement, une ville entière, vous l'expliquez très bien, qui était vraiment décimée par le chômage, par le terrorisme aussi à cette époque, le terrorisme basque, qui était c'était une ancienne capitale de la métallurgie, donc en pleine décomposition. Que faire dans une ville pareille que tout le monde est en train de quitter, que les habitants même sont en train de partir? L'idée au fond de la mairie de Bilbao, c'est une idée assez extraordinaire et a priori invraisemblable, c'est que pour restaurer une ville, pour lui redonner son lustre, implanter un musée. Or, je crois qu'aujourd'hui, personne ne croirait une minute que la création d'un musée quelque part va relancer à ce point une ville. Et ce qui est arrivé, c'est ça. C'est-à-dire que c'est devenu une ville aujourd'hui florissante. Je crois que c'est allé au-delà de leurs espérances. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les plus grands architectes du monde sont venus construire à Bilbao beaucoup d'édifices, d'hôtels, d'habitations. Il y a eu Zaha Hadid, Norman Foster. Donc c'est une ville qui s'est transformée complètement. Aujourd'hui, c'est une ville qui est essentiellement axée sur les services, mais qui est complètement revitalisée. Alors, c'est un pari réussi véritablement. Et Frank Gehry dit lui-même, aujourd'hui, on peut situer Bilbao sur une carte et on peut aussi me situer. Donc ça marque vraiment un tournant à la fois pour la ville de Bilbao et pour lui, architecte. Et vous, ce qui vous a intéressé, c'est la comparaison entre ces deux aventures, celle de John Dean, Dean on va dire, parce qu'il a un nom un peu plus compliqué, et celle de Gehry. C'est-à-dire qu'il y a entre cette aventure à Manchester au milieu du 19e et celle de Bilbao, c'est très récent Bilbao, puisque le
le musée a ouvert. Donc il était terminé en 1997. Donc voilà, on est encore dans cette période très, très proche. On a vu la transformation se faire immédiatement. Et vous, ce qui vous a intéressé, c'est le rapport entre les deux. Alors, ce qui m'a intéressé, c'est surtout qu'est-ce qu'on faisait, comment aujourd'hui on accède à l'art, comment aujourd'hui des personnes d'un milieu modeste peuvent accéder à l'art. Est-ce qu'aujourd'hui, avec toutes ces grandes expositions, voilà, mon questionnement, il était là. Il était, est-ce que l'art est une force émancipatrice? Est-ce qu'on peut aujourd'hui, dans une société où tout devient produit, même l'art, est-ce qu'on peut, voilà, est-ce qu'il y a des personnalités, des individus qui vont pouvoir accéder à l'art? Mais évidemment, ça c'est la dernière partie du roman, donc je ne peux pas tout dévoiler. Voilà, c'était ce questionnement. Et ce qui est intéressant, c'est que Franck Gehry lui-même, lui se présente comme un architecte artiste. Ses références à lui, ce sont des sculpteurs. Ce sont des peintres, c'est Morandi, c'est Le Bernin. C'était véritablement ce moment voilà, de l'art, je dirais. Est-ce que l'art peut être social? Est-ce que, voilà. Alors il y a une chose, par exemple, dont vous pourriez parler, parce que c'est très intéressant pour Franck Gehry. Il y a les projets qui ont réussi, mais il y a aussi des projets qui n'ont pas abouti. Et donc, il avait une commande à un moment donné pour construire un musée à Salzbourg, donc dans une des plus grandes capitales culturelles de l'Europe. Et ce projet n'aboutit pas. Et c'est intéressant parce que Salzbourg, à cette époque, c'est exactement le contraire de Bilbao. Je veux dire, c'est la ville riche, la ville qui est déjà célèbre, qui est déjà culturelle. Alors, pourquoi est-ce que ce projet ne fonctionne pas? Alors, je ne sais pas. Enfin, je sais que les conditions financières étaient assez difficiles pour maintenir le cahier des charges. C'est tout ce que je peux en dire. Je n'en sais pas plus. Je ne suis pas vraiment dans l'intimité de Franck Gehry, mais voilà, je sais qu'il y a eu des contraintes financières qui n'ont pas pu être qui n'ont pas pu être honorées, et donc il y a eu aussi des rivalités entre architectes. Il y a eu un concours, donc beaucoup de choses qui m'échappent, à dire vrai. Et donc c'est l'anti-Salzbourg en fait, oui. Bilbao. Et je pense aussi, ce que dit souvent Franck Gehry, c'est qu'il est issu d'un milieu modeste. Et il dit souvent, je ne me sens pas légitime. Encore aujourd'hui, il dit, je ne suis pas légitime. Et alors, peut-être, enfin, ça c'est ce que j'imagine, peut-être que Salzbourg n'était pas pour lui, ne lui renvoyait pas cette réponse, vous voyez, à cette question de légitimité, alors que Bilbao, oui. Enfin, c'est ce que... Mais il dit aussi que le projet qu'on attendait de lui à Salzbourg était un projet qui était trop stéréotypé, c'est-à-dire que lui-même avait proposé de faire quelque chose, une sorte de musée taillé dans la roche, et qui était inventif justement, alors que les commanditaires s'attendaient à ce qu'il remplisse le cahier des charges du musée et qu'il réponde à la commande. Et c'est ça aussi, un grand artiste, c'est qu'il ne répond pas à la commande, il propose autre chose. Ce n'était pas des Basques. Ce n'était pas des Basques. Parce qu'il a eu quand même la possibilité de choisir, vous racontez très bien comment il se rend à Bilbao, comment il choisit l'espace en fonction de la ville. Et c'est vraiment ce qui le meut, c'est-à-dire de créer... Il raconte qu'enfant, en fait, il est dans la quincaillerie de son grand-père, et ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était fabriquer avec peu de choses. C'est-à-dire faire des constructions avec des matériaux pauvres. Et je crois que c'est aussi ça, Bilbao. C'est toujours ce lien à l'enfance, puisqu'on parlait de l'enfance tout à l'heure, c'est ce lien. Et peut-être que justement, ce côté très structuré du projet autrichien ne l'a pas ému du tout. C'est un artiste avant tout, il se présente comme un artiste.
Et puis il y a cette idée au fond que vous développez beaucoup, c'est que un musée comme Bilbao, mais aussi c'était le projet à Manchester, c'était de coupler l'expérimentation esthétique avec une expérimentation sociale, et donc de joindre les deux bouts de la chaîne. Et je crois que pour Bilbao, c'est réussi. Pour Manchester, ça n'a duré que quelques mois. Et Manchester a souffert de la rivalité avec Londres. Mais c'était un projet extraordinaire. C'était un projet révolutionnaire. Et vous avez donc été à Manchester? Oui. Donc le livre vous a fait voyager. Oui. Vous avez consulté les archives, les lettres de Charles Dickens qui sont merveilleuses. Ou alors, est-ce que vous les avez inventées? Dites-nous tout. La plupart des lettres ont été inventées. C'est oui. moi qui les ai écrites. Ah oui. Ben, vous écrivez assez bien quand même, parce que j'ai vraiment cru que c'était Charles Dickens. Et donc, mais vous avez quand même regardé dans ces archives? Alors, je n'ai pas eu accès aux lettres, mais oui, j'ai eu accès aux archives et notamment, surtout à la construction du musée, enfin du palais de cristal, c'était comme ça qu'on le nommait. Mais ce qui est dommage, c'est qu'à Manchester, la majorité des personnes ont oublié cet événement. Bon, il y a la personne du musée des Beaux-Arts et la personne des archives, et donc voilà, heureusement, alors ce sont des gens formidables. Vous arrivez aux archives comme ça, c'est-à-dire j'avais pas pris rendez-vous, les archives ont été ouvertes, apportées, des gens charmants. Alors après, avec l'anglais, ça aurait été en italien, ça aurait été préférable. C'était beaucoup plus laborieux pour moi en anglais, mais voilà. Mais oui, j'ai eu accès aux archives. Mais il y a aussi dans votre livre une grande réflexion sur ce que c'est qu'un architecte au fond. Parce que c'est très beau, vous racontez dès le début, vous parlez de l'enfance, vous dites que tout commence avec les cabanes que les enfants construisent au fond des bois, ou les deux planches entre deux branches d'arbres dont on se fait une maison. Et au fond, voilà, vous dites, vous avez une très jolie phrase au fond où vous dites ce que c'est qu'un architecte, c'est quelqu'un qui sait prolonger l'état d'enfance en s'aidant, bien sûr, de toute la science acquise à l'âge adulte et de toutes les techniques aussi qui sont à son service, mais que c'est quelqu'un qui sait rêver, au fond. Oui, alors, vous avez pointé juste il y a une phrase qui dit « la cabane précède le château ». C'est à ça que vous faites référence, à cette phrase. En fait, cette phrase m'est venue quand on m'avait demandé d'intervenir et de parler de la littérature jeunesse, puisque j'écris en jeunesse également, sur le patrimoine et la littérature jeunesse. Et je m'étais dit comment je vais aborder la chose, et je me rappelais de mon enfance et de cette cabane que j'avais construite avec d'autres camarades. Et je me suis dit, mais finalement, ce rêve de construction, il est là dès l'enfance. Et quand j'ai écouté beaucoup parce que je n'ai pas rencontré Franck Gehry, pas encore. Il est toujours vivant, oui. Oui, il a 96 ans aujourd'hui, j'espère. Il faut faire vite. Mais quand j'ai écouté beaucoup de ses interviews, parce qu'on a accès vraiment à ses interviews, il y a une très belle interview au Centre Pompidou, et quand il parlait de son enfance, mais voilà, j'étais avec lui dans ses cabanes, et donc je me suis remémoré, voilà, à la fois mon enfance, comment j'abordais moi les lieux, et j'ai essayé de marcher dans ses pas. Et le cœur de l'architecte, c'est le sous-titre. Qu'est-ce que c'est le cœur de l'architecte? C'est le désir de l'éditrice de mettre ce sous-titre. C'est les éditeurs. Non, le cœur de l'architecte, ce qu'elle voulait, c'est que Manchester Dream pointait véritablement le roman uniquement sur Manchester. Oui. Alors que
Manchester, Bilbao se tissent et se marient. Il y a une union des deux expositions. Et donc, c'est vrai qu'on a pensé, après moi j'ai réfléchi et je me suis dit, bon, on va peut-être parler, elle voulait un sous-titre, le cœur de l'architecte, parce que c'est à la fois l'architecte guéri, mais c'est aussi son émotion à transmettre les choses, son émotion à construire. Et c'est pour ça que j'ai pensé le cœur, parce qu'on est au cœur d'un lieu, mais on est aussi au cœur d'un homme, dans le cœur d'un homme. Est-ce que vous avez envoyé votre livre à Franck Guéry? Oui, nous l'avons envoyé il y a à peu près un mois. Nous espérons qu'il lui plaira, qu'il le lira. Parce que s'il ne lui plaît pas, nous n'aimerions pas avoir affaire au service juridique de Franck Guéry. Non, il n'a pas de service juridique. Non, ça ira, ça lui plaira. Je pense, c'est un hommage. Alors, on va passer, mais on reviendra aussi, parce que ce sont, au fond, des destins d'écrivains et d'artistes qui peuvent parfois se croiser. Là, je vais revenir, donc avant de parler d'Emily Dickinson, qui est votre auteur, voilà, je vais vous demander, donc, vous avez un petit texte de Sandra qu'elle a écrit. Voilà. Oui. Non, il faut que vous parliez. C'est pas une bombe. Vous pouvez parler. Vous devez rapprocher votre. Oui. Alors, ok. Sandra Petrignani ne peut être ici, alors elle a envoyé un petit texte et je lis seulement des morceaux de ce texte. C'est un texte sur Marguerite Duras. Oui, sur Marguerite Duras. Voilà. Parce qu'elle a écrit un livre dédié à Marguerite Duras, le titre est Marguerite. J'ai écrit un livre de voyages, de nombreux voyages. Le titre était La scrittrice abita qui, l'écrivaine habite ici. Mais Marguerite Duras était absente dans le livre parce qu'elle n'avait pas une maison-musée. 5 ans après la publication de La scrittrice abita qui, un ami me raconta qu'il avait rencontré le fils de Duras, Jean Mascolo, dit Uta. Cet ami savait que je voulais toujours écrire sur Duras et il me dit voilà son numéro de téléphone. Il a refusé de me voir. Pardon. Voilà son numéro de téléphone. Il a des problèmes en ce moment, mais j'essayerai de l'appeler. Au téléphone, Uta refusa de me voir et me dit que je ne devrais pas écrire sur sa mère. Trop de gens le font, mais tout à coup, il changea d'attitude et m'invita à les rejoindre à Neufol, le château où Duras avait acquis sa première maison. Je me trouvais déjà à Paris et je m'y rendis aussitôt. Uta m'invita à visiter aussi les autres maisons. Rue de Rennes, il avait déplacé tous les meubles et objets en essayant de recréer l'atmosphère de la rue Saint-Benoît, où Duras vécut avec son premier mari, Robert Antelme, puis avec Dionys Mascolo et plus tard avec Yann Andrea jusqu'à sa mort. Finalement, Uta m'invita aux Roches Noires, le grand hôtel proustien en Normandie. Il n'a rien changé du décor, ou très peu, jusqu'à ce qui était strictement nécessaire. Pour moi, ces maisons sont bien plus que des musées. Marguerite était toujours là, parmi des objets, vivants, présentes, et dans une sorte de troublante familiarité avec moi. À ce moment-là, j'ai commencé à penser au livre que je pourrais réellement écrire sur elle. Ok, ça. Et en tout cas, elle a écrit un livre sur Marguerite Duras très original, très personnel aussi, en partant au fond des noms de Marguerite Duras, c'est-à-dire la première, Margot, la jeune Marguerite Duras, puis Marguerite, c'est-à-dire au moment où elle accède un peu déjà à une maturité, et puis ensuite Duras qui devient un peu la star qu'on connaît. Voilà. Mais
Nous allons parler d'une héroïne beaucoup plus discrète, on va dire, que Marguerite Duras, qui avait de grandes qualités, mais on ne peut pas dire que la discrétion était la première. Là, on va parler d'un écrivain qui vous est très cher, puisque vous avez écrit un livre sur elle et avec qui vous avez une vraie relation personnelle, mais vous nous le direz, qui est Emily Dickinson, donc, qui est née en 1830 et qui est morte en 1884, donc à l'âge de 55 ans, qui est née et morte dans la même ville, donc à Amherst, une petite ville du Massachusetts, qui devait avoir, je ne sais pas, à l'époque, autour de 15 000 habitants, donc une petite ville. Aujourd'hui, elle est un peu plus importante. Elle est d'une famille plutôt aisée, mais marquée par le puritanisme de l'époque victorienne. Elle est très vite considérée comme excentrique, sans doute pour l'habitude qu'elle avait prise de s'habiller toujours en blanc, mais aussi pour son rejet de la vie sociale et sa décision à partir d'un certain moment, ça aussi vous nous le direz, de ne plus sortir de sa chambre. D'ailleurs, votre livre s'appelle La chambre de Marguerite. Voilà. Alors, une chose aussi très particulière, c'est que elle n'a publié de son vivant que 7 poèmes. 7 poèmes. Elle en a écrit autour de 1700, 1800. Elle est morte totalement ignorée de ses contemporains. Il a fallu que la sœur d'Emily Dickinson découvre la cachette où elle mettait les manuscrits de ses poèmes et décide de les publier. Et donc, elle est devenue par la suite un écrivain reconnu et assez forte, mais il a fallu attendre très longtemps pour qu'elle cesse d'être considérée, c'était une femme qui écrivait, pour qu'elle cesse d'être considérée comme un auteur mineur et qu'elle devienne ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire l'un des plus grands poètes américains du 19e siècle et d'aujourd'hui. Voilà. Pas seulement américaine? Oui, pas seulement américaine. Des grandes poètes internationales, elle est traduite dans toutes les langues, et même en France, par exemple, où Emily Dickinson est très aimée, ses livres ont subi plusieurs traductions. C'est-à-dire que, comme on ne sait pas très bien l'ordre dans lequel les textes ont été faits, il y a eu plusieurs approximations de poèmes d'Emily Dickinson, publiés dans un ordre plus ou moins différent. On a très peu de choses sur elle. Et il y a eu aussi un autre événement qui est beaucoup plus récent, c'est la découverte de la correspondance d'Emily Dickinson, qui est maintenant en phase, et il y a énormément de lettres. Comme c'est quelqu'un qui ne bougeait pas du tout, donc elle écrivait beaucoup. Il y a beaucoup de lettres qui ont été publiées et dont certaines restent encore très mystérieuses. Par exemple, il y a des lettres d'amour qui sont adressées à celui qu'elle appelle son maître, mais on n'a aucune indication de l'identité de ce maître. On n'est même pas sûr que ce soit qu'il ait même vraiment existé, c'est-à-dire qu'il est possible que c'était une invention de son esprit, c'est-à-dire écrivant des lettres d'amour, au fond, à un maître. Mais on n'est même pas sûr de cette incertitude. Voilà. Mais peut-être, dites-nous, qu'est-ce qui vous a porté vers Emily Dickinson? Je preuve avec mon français, mais je pense que j'ai besoin de l'aide de Dominique. Je pars et puis tu m'aides. Merci. Alors, je lis volontiers les textes de Sandra Petrignani parce que la raison c'est exactement la même. Je suis allée à Amherst dans les
2019, già, En 2019. 2019. Donc, vos deux livres vous ont fait voyager. Oui, les livres font voyager. Je suis allée là parce qu'il était beaucoup de temps que j'avais ce désir de visiter la maison d'Emily Dickinson et pour beaucoup de raisons, il n'était jamais possible. Et alors, finalement, je suis allée. Je suis allée et elle était une surprise. Parce que la maison, c'est pas seulement un musée. Un musée, ce n'est pas suffisant, je pense. C'est quelque chose de vraiment particulier. La chose particulière, ce n'est pas vraiment la maison. Le nom, c'est Homestead, the Homestead. La casa padronale, insomma, la maison de famille. Mais la chambre, elle était vraiment particulière. Je suis allée en septembre, à moitié de septembre, une journée merveilleuse, pleine de soleil, dans l'après-midi. J'arrive, j'entre dans la maison, je fais l'escalier, j'entre dans la chambre et, wow, 4 énormes fenêtres jusqu'au toit. Et avec une lumière incroyable. Pour moi, incroyable, mais je pense pas seulement pour moi. Et ces lumières étaient quelque chose d'extraordinaire. Comme quelle lumière était exactement ce qu'elle a fait, recluse dans la maison, puis recluse dans la chambre, mais avec la possibilité de chercher et trouver la lumière, chercher et trouver la lumière dans la nuit, parce que nous savons qu'elle écrivait dans la nuit, mais la poésie d'Emily Dickinson est extrêmement lumineuse. Je veux dire qu'elle était en rencontre vraiment particulière. Alors, quand je suis retournée en Italie, un ami écrivain, stava pubblicando. Il était en train d'être publié. Il allait être publié une série de petits livres et il m'a dit, le nom de l'écrivain est Filippo Tuenes, un très important écrivain italien. Pourquoi tu n'écris pas ça? Et alors je l'ai fait et je l'ai fait rapidement. Ça c'est étrange pour moi. Normalement j'ai besoin de beaucoup de temps. Ce qui m'a frappé était en lisant la poésie de Dickinson, trouver quelque chose de complètement différent de ce qu'on pensait avant. Je veux dire que souvent on pense à Emily Dickinson comme un poète qui a écrit des poésies d'amour sur les oiseaux, sur les insectes, sur l'abeille, sur la fleur, parfois triste, beaucoup de morts, mais surtout en femme blanche avec des fleurs qu'il écrit choses pour donner aux amis, accompagnare cioccolatini. Pour offrir avec des chocolats. Et n'était vraiment comme ça. L'histoire d'Emily Dickinson était une histoire vraiment particulière. Elle a vécu toute la vie in Amherst, et puis dans la maison, et puis dans la chambre. Mais elle a lu beaucoup, elle savait toutes les règles de l'écriture. Et elle a commencé à écrire quand elle était jeune, mais il n'était possible pour elle publier son CV parce que pour une femme était vraiment difficile. Elle devait usare un pseudonimo maschile. On doit utiliser un pseudonyme masculin pour publier, autrement
était vraiment difficile. Vous pensez que c'était parce que c'était une femme qui Oui. écrivait qu'elle ne pouvait pas publier? Parce que les femmes de cette période publiaient avec les noms masculins, Oui. pas avec leur nom. Puis, elles se rebellent, mais puis. On a l'exemple en France de George Sand qui prend un, Oui, la un même. nom oui. masculin. Oui, oui, oui. Alors, seulement les sœurs Bronte étaient en exception, mais autrement, c'était vraiment difficile. Alors, elle a écrit beaucoup de poèmes, des poèmes, et puis, à un certain moment, elle a éprouvé à sortir de l'anonymat, à proposer les poésies à quelqu'un. Avant, il avait publié 2 ou 3 poèmes, mais elle était sans son nom et édité, changé. Alors, pas de satisfaction, je pense. Mais elle prouve encore dal 1862. 800. En 1862. Ok, elle écrit io volentieri. Posso? Se posso lo faccio volentieri perché mi Je ne viene... sais pas si la Però salle non so quand même, se si... il faut quand même mieux passer magari par un la po'. traduction. Ok, Oui, oui. ok, grazie. Comunque, allora continuo in italiano e casomai Dominique mi interviene. Magari mi fermo ok. Lei viene a conoscenza di un critico noto nell'America di quegli anni che si chiama Higginson, perché questo signore su una rivista invita i giovani autori a proporre dei testi. Alors elle va rencontrer un critique qui s'appelait Noto. No, Higginson. Higginson, et donc il va lui proposer d'écrire dans sa revue. E lei prende carta e penna e scrive a Higginson in modo prudente, quindi proponendo in lettura 4 poesie e scegliendo 4 delle poesie a cui lei era in quel momento più affezionata e più sicura. Il va choisir 4 de ses textes les plus passionnants pour lui. E Higginson legge, risponde subito dicendo che queste poesie non sono adatte per la pubblicazione. Sono libres. Et finalement, il va lui écrire que ces poésies ne sont pas du tout adaptées à la publication. Sono troppo libere, sono spregiudicate, non seguono le regole della prosodia, cioè il ritmo, la rima, la punteggiatura. Oui, elles ne suivent pas en fait la versification, les règles de versification. Emily Dickinson era così avanti al suo tempo che non utilizzava normalmente il punto, point, ma usava il trattino. 3 points. Elle n'utilisait pas le point, elle était en avance sur son temps d'un point de vue Les tenez, trattino. Le tréma. Non, les 3 points. Le tiret. No, tenez, credo Le sia tiret. tenez. No, tire. Le tiret, Ok, le tiret. le tire, trattino. Et Voilà. en fait, c'est ça, Elle n'utilisait c'est-à-dire pas le point R, qu'Emily Dickinson est quelqu'un qui invente complètement la forme d'écriture, qui ne se réfère pas à la tradition et qui invente des petits poèmes très courts, marqués évidemment par une absence de ponctuation, des majuscules et des tirets. E quindi non era pubblicabile. Quindi quello che noi possiamo immaginare è una ferita fortissima, cioè l'unico tentativo vero che lei fa per essere pubblicata finisce così. Ma è una persona speciale e quindi la cosa più incredibile, credo, sia che continua a intrattenere con Higginson, che poi diventerà a breve il colonnello Higginson, perché c'è la guerra che preme, che sta già insomma scoppiando,
e infuocando l'America, la guerra civile americana, lui va a fare la guerra. E quindi loro continuano a intrattenere una conversazione epistolare fino alla fine. Quindi ora vado rapidamente, se no potremmo parlare tutta la sera, ma la cosa che è altrettanto incredibile è che sarà la persona che lei chiederà che sia presente al suo funerale, con una piccola vendetta, credo, di leggere però le poesie di Emily Bronte, qui era la sua poétesse préférée et la sua maestra. Alors, il a refusé donc ses poèmes. Ça a été une grande blessure pour Emily Dickinson, mais malgré tout, elle a continué à avoir une correspondance avec Dickinson. Et sa petite vengeance, c'est que pour sa mort, elle a demandé à ce que Dickinson lise un de ses poèmes. Quindi lei è un personaggio davvero straordinario, ma cosa succede con la sua poesia? Smette di scrivere? No, naturalmente, non smette di scrivere, nonostante il diniego, il no di Higginson, ma non proverà mai più a proporre i suoi versi. Elle n'arrête pas d'écrire, elle aurait pu, elle n'arrête pas d'écrire, mais elle ne proposera jamais plus ses textes à la publication. Alors, juste, Higginson est un des rares hommes avec qui elle a pu entrer en contact, parce que sa famille interdisait aussi, c'était une période très puritaine, et donc Higginson arrivait, c'était un ami de la famille. Est-ce qu'elle tombe amoureuse de lui? No. No, di lui no, pardon. Gli amori di Emily Dickinson, però scusa, chiudo la cosa della poesia. Lei smette di fare una cosa, negli anni, intorno agli anni in cui scrive a Higginson, ancora con questa speranza, lei aveva cominciato a ordinare le sue poesie in delle quasi quadernetti, cioè fogli piegati, più fogli, che cuciva di nascosto, mettendoli poi in un cassetto, in questo cassettone che lei aveva in camera, eccetera. Quando con il no di Higginson lei interrompe, diciamo, la possibilità di essere edita, quindi di uscire, la lettera al mondo non va, non arriva al mondo, smette di fare questo lavoro di raccolta, ma continua a scrivere, e quello che fa fino alla fine, prima continua a scrivere in fogli liberi, poi finisco e tu riassumi, poi ovunque, scrive dappertutto, scrive dietro le ricette, scrive dietro le buste delle lettere, scrive sui pezzi di giornale, scrive ovunque, perché scrivere è quello che deve, che può fare, la sola cosa che può fare. Alors, c'est un test pour votre mémoire. Alors, elle écrivait toujours dans des petits cahiers qu'elle reliait elle-même, qu'elle cousait, jusqu'au moment où Dickinson la refuse de la publier. À ce moment-là, elle arrête d'écrire dans ses cahiers et elle commence à écrire sur des feuilles libres. Elle écrit n'importe où, quel que soit le matériau. Elle arrête complètement d'écrire dans ses cahiers et ça devient une écriture sur n'importe quel matériau. Allora, vuol dire che se esiste una forte convinzione, un orientamento così potente alla scrittura e la possibilità di riconoscersi solo davvero dentro le parole, dentro quei versi, questa fiducia è inscalfibile. O poco scalfibile, forse non è inscalfibile, non viene meno, resta. Elle va rester fidèle à elle-même, dans une grande fidélité, une grande force aussi de son art en fait, une grande certitude envers sa force poétique. Lei sa che è un poeta. Elle sait qu'elle est poète. Sa benissimo che lo è.
e quindi continua a scrivere nonostante tutto e scrive senza pubblicare perché lei muore inedita. Saranno pubblicate solo circa 7 poesie in vita, tutte editate, tutte cambiate. Elle écrit malgré tout, elle sait qu'elle est poète, elle écrit malgré tout jusqu'à la fin, elle n'essaiera jamais plus de publier. En revanche, elle sera publiée après sa mort. Sì. Alors, donc nous arrivons vers la fin de cette séance. Juste une question, vous avez surtout été connue comme éditrice et vous avez écrit peu de livres. Pourquoi vous avez écrit sur Emily Dickinson? Non ho una vera risposta perché è stato un caso. Il caso mi ha portato... Allora, la volontà e il desiderio di visitare la casa era forte e reale da tanti anni, ma quello che è successo visitandola è stata una sorpresa. Che cosa ho trovato nella scrittura anche di questo piccolo libro, che è un reportage di questo mio viaggio? Che io credo che Emily Dickinson sia una creatura della soglia, le seuil. Cioè il fatto che non è... Du seuil. Voilà. Seuil de la porte. Je veux dire che il non essere pubblicata ha significato il non avere fino in fondo, no, oltrepassato il confine, no, tra privato e pubblico, tra sé e il mondo. Quindi lei ha abitato la soglia, però ha abitato la soglia come una regina. Lei si definiva la regina del Calvario. C'est très beau ce qu'elle vient de dire. Elle a habité le seuil comme une reine. Allora, per rispondere alla tua domanda, il lavoro di editore che io ho fatto per 30 anni in Italia è esattamente questo, perché chi pubblica sta sulla soglia dei libri, cioè non sono i libri propri, sono i libri degli altri, ma quei libri degli altri diventano anche i tuoi. Quindi in qualche modo chi fa questo mestiere vive e abita la soglia. Alors, on va reprendre au début. En fait, elle n'avait pas l'intention d'écrire un livre sur Emily Dickinson. Et en allant, en visitant la maison, elle a eu cette image du seuil. Et elle a décidé d'en faire une sorte de livre-reportage, un livre singulier. Et elle aussi, en tant qu'éditrice, il y avait cet écho avec Emily Dickinson. Elle habitait le seuil également. Et je peux le dire, Bénédette a construit ce livre, c'était au moment du confinement. Donc il y avait aussi cet écho, ce miroir avec Emily Dickinson qui, elle, était confinée dans sa chambre. L'altra cosa, oltre alla soglia, l'altro elemento potente è l'ombra, perché Emily Dickinson è sempre rimasta in ombra ed è anche questo quello che succede nel fare il lavoro editoriale, no? L'editore o l'editor o chi fa lavoro editoriale è dietro, resta in ombra, quindi c'erano una troublante familiarité con l'opera di questa questo straordinario poeta. Non mi piace usare il femminile in questo caso perché non ha genere in tutti i sensi. Dico ancora una cosa, poi forse non avremo più tempo. Il faut qu'elle ait le temps de traduire, donc pardon. Ce qui est important dans le travail de l'éditeur, c'est qu'il est dans l'ombre et qu'il y avait cet écho avec Emily Dickinson qui est restée toute sa vie dans l'ombre. Et elle, en tant qu'éditrice, restait dans l'ombre. Donc il y avait cette familiarité avec Emily Dickinson, en fait, d'habiter l'ombre également. C'est-à-dire que vous avez donné deux choses, la lumière de la chambre et l'ombre.
E poi tu hai detto l'amour, Oui. allora un'unica cosa sull'amore. Ci sono stati degli amori importanti, non sappiamo molto, ma ci sono, e come, Il y a eu des amours très importants. come prima si ricordava, oltre alle 1769 poesie, ci sono 1046 lettere bellissime, quindi chi non l'avesse fatto vi invito a leggere la corrispondenza, cioè le lettere di Emily Dickinson sono ugualmente straordinarie come le poesie, le scriveva con la stessa attenzione e ha usato le lettere, la corrispondenza, per pubblicare i suoi testi. Quindi l'altra cosa straordinaria è che lei si è negata a una pubblicazione vera e propria, ma le sue poesie hanno circolato presso amici e parenti in abbondanza attraverso le lettere. Elle a écrit 1047 lettres et ces lettres, eh bien, elles ont circulé entre les amis, la famille, et d'une certaine façon, c'était une publication, mais voilà, très Bon, familiale. je note une chose, c'est que vous n'aviez pas l'intention d'écrire un livre sur Emily Dickinson et vous l'avez écrit. Et vous-même, vous n'aviez pas l'intention d'écrire un livre sur Frank Gehry et vous l'avez écrit. Exact. Donc, voilà. Écoutez, pour finir, troublante je vais familiarité. juste vous lire 3 vers d'Emily Dickinson parce que ils vont vous donner l'idée de ce que c'est qu'un grand poète qui parle avec une simplicité absolue et qui est tout de suite, dont le chant prend tout de suite une très grande hauteur. 3 vers. Beauté n'a pas de cause, elle est. Pourchasse-la, elle cesse. Cesse ta poursuite, elle perdure. Voilà. Mon bouquin, j'attendrai la fin du monde. Libre à chacun d'y trouver ce qu'il voudra.